Est-ce que tu as un autre micro à faire circuler? Quelles étaient déjà les personnes qui voulaient poser une question tout à l'heure? On reviendra après. On vous a fait patienter. Soyez récompensés. Moi, la question que je vous remercie déjà pour l'engagement que vous semblez porter. Moi, ma question est plutôt sur la première partie, à savoir, parce que là, je n'en ai aucune idée, comment cette gestion, historiquement, comment la gestion de l'eau était faite. Est-ce que c'était l'État? Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu dans le même principe que l'EDF, c'est-à-dire ERDF, on a les réseaux, mais ce sont de l'exploitation, l'exploitant devient de plus en plus privé. Et j'aurais voulu savoir à l'origine comment la gestion de l'eau était faite en France par rapport à l'évolution qu'on y voit aujourd'hui. Alors, change de micro, ça me perturbe. C'est l'histoire de la vie. Merci pour la question. La gestion de l'eau, avant tout, était communale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait un captage quelque part, enfin, quand ça a commencé à se développer, c'est assez récent en soi. Ce qu'il faut se dire, je fais juste une parenthèse, c'est que les dernières populations alimentaires en eau potable en France, c'était au début 80. Donc il reste encore des maisons, des habitations qui n'étaient pas connectées au réseau avant. Donc c'est récent, mine de rien, il y a une quarantaine d'années quand même. Donc aller chercher de l'eau, c'est encore. Le toilette au fond du jardin, bah oui, effectivement, il pouvait y avoir ça. Et les toilettes sèches n'est pas une nouveauté. Cette gestion communale, ça n'a jamais été une gestion donc, du territoire national. Ça a toujours appartenu aux collectivités territoriales. Et donc ces réseaux aujourd'hui qui étaient des réseaux qui sont communaux, alors ils le sont plus ou moins si on veut les parler encore, même à l'échelle de la Charente, parce que regardez l'exemple de la commune qui est encore maître d'ouvrage sur le territoire. Il y a encore des communes qui gèrent leur réseau et la tendance va vers sur des unités de fonctionnement qui sont plus grandes, des structures publiques qui marchent à plus grande échelle, parce que l'objectif c'est de se dire que quand la ressource tombe à un endroit, c'est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir s'alimenter ailleurs. Et l'objectif aussi c'est de se dire qu'on va essayer de trouver une économie d'échelle. Et donc le but c'est de se dire qu'on va atteindre une certaine taille pour pouvoir fonctionner correctement. Mais quand on a atteint une certaine taille, est-ce que ça permet d'exploiter en interne ou pas? Ou est-ce qu'on va déléguer? Et historiquement parlant, la délégation, c'est pas si nouveau finalement, c'est très ancien. C'est napoléonien même d'ailleurs. Il y a des entreprises de l'eau qui datent de Napoléon III. Moi je voulais poser une question, c'est que j'ai été très surprise, je suis allée sur une consultation des panneaux photovoltaïques, enfin une installation qui va se faire dans mon village, donc ça va être la deuxième qui va être installée, et en fait il doit y avoir obligatoirement des réserves d'eau, et ces réserves d'eau, elles vont être prises sur l'adduction d'eau. Et je suis très étonnée qu'il n'y ait pas eu un autre système, c'est-à-dire que un panneau solaire c'est une toiture, et pourquoi eux-mêmes, le créateur de cette installation, pourquoi il ne fait pas sa propre réserve d'eau avec des gouttières en face des panneaux solaires. Et comme il y a 3% du territoire, enfin, le gouvernement a un objectif de 3% du territoire recouvert par des panneaux solaires, je pense que ça va représenter quand même une belle quantité d'eau. Donc avant d'installer ce genre de choses par le réseau, ça serait bien que, avant que les gens s'installent, on leur dise, eh ben non, vous prenez l'eau de la pluie, puisqu'il y a de quoi faire. Et vous êtes sur votre réseau d'eau. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on soit davantage sur l'incitation à stocker de l'eau chez soi. Alors, le dossier, je vous avoue très clairement, je ne le connais absolument pas. Donc, dans quelle mesure, dans quelles conditions tout ça s'est orchestré, je ne peux pas vous aider là-dessus. Quelles ont été les règles qui ont été mises en place pour que ça puisse se faire. Malheureusement, je ne pourrais pas y répondre aujourd'hui. En tout cas, ce sont des sujets sur lesquels je pense que les collectivités pourraient éventuellement travailler. Et moi, je n'ai pas de réponse, à moins que quelqu'un dans la salle aura une réponse, mais nous ne travaillons pas forcément directement sur ces thématiques.
Oui, et j'avais une autre question. Est-ce que les prélèvements par rapport au quartz, par rapport à notre région, est-ce que ça peut entraîner un effondrement des sols? Non, pas directement, non, parce que le karst est très vivant finalement. Quand on regarde son niveau, avec ou sans captage, imaginez une casserole d'eau, vous la videz, donc même si vous ne pompez pas dedans, de toute façon elle va se vider. C'est-à-dire que le karst, lui, alimente la tour. Donc à un moment donné, il va atteindre un certain niveau, mais même si on ne capte pas dedans, les phénomènes de précipitation vont faire que cette absence de phénomène, ça va faire que le niveau va baisser naturellement, donc il y aura ce qu'on appelle un marnage, un niveau bas, et ça c'est un phénomène naturel. Par contre, lui, le karst est vivant, il y a des gouffres qui vont s'ouvrir, qui s'ouvrent. Je vois sur le secteur de rivière ou agri, on va retrouver des zones où le karst va s'ouvrir, des gouffres vont apparaître, et naturellement aussi vont se reboucher. On est vraiment sur un système qui vit mais tout seul. Et ce n'est pas l'activité humaine qui va forcément l'impacter dans sa structuration. D'accord. J'ai encore une autre question, c'est qu'est-ce que le pluvial, il devient quoi en fait? Le pluvial, ça devient quoi? Les eaux pluviales? Oui. Eh bien ça dépend d'où tombe la goutte d'eau. Alors la goutte d'eau est apolitique et n'a pas de nationalité, ou alors on la récupère en fonction de l'endroit où elle va tomber. C'est-à-dire que si elle tombe dans un champ, on va être sur du ruissellement naturel. Si elle tombe sur une voirie, on sera sur du ruissellement de voirie. Si elle tombe sur une toiture, on va être sur de la gestion des eaux pluviales urbaines, etc., etc. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'à chaque fois, c'est une collectivité compétente qui va porter une compétence en particulier. C'est-à-dire que la collectivité qui porte la compétence de voirie pourrait éventuellement être responsable de cette goutte d'eau. La collectivité qui va être l'EPCI pourrait aussi éventuellement, donc quand on parle de communauté d'agglomération particulier, être compétente pour la gestion des eaux pluviales qui tombent sur les toitures. Mais après, qu'est-ce que ça devient? C'est une très bonne question. Parce qu'aujourd'hui et jusqu'à présent, on a énormément collecté ces eaux-là, on les a mises dans des tuyaux pour s'en débarrasser plus vite. Très bien, on n'inonde pas jusqu'à là. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, le changement climatique. Encore une fois, vous êtes bien, je me répète. C'est pas l'âge. Et c'est pas grave. Je me répète parce que c'est important de le dire. Les phénomènes de précipitation sont plus importants, plus intenses. Donc les réseaux ont été dimensionnés dans une certaine mesure jusqu'à présent. C'est sous-dimensionné, mais est-ce que c'est l'occasion de se dire qu'on redimensionne pour tout prendre et tout évacuer? Eh bien, pas forcément. Et au contraire, l'objectif, c'est de se dire que maintenant, la goutte d'eau qui tombe à un endroit, il faut que nous soyons en capacité de faire en sorte qu'elle y reste, qu'elle percole et qu'elle rejoigne la ressource, les nappes, par exemple. Et à partir du moment où elle l'aura fait, il y aura trois choses à comprendre. D'une, on aura déconnecté des flux, c'est-à-dire qu'on ne va plus connecter tous ces flux qui arrivent dans les tuyaux et qui se retrouvent au même endroit qui vont impacter, et ça va impacter les habitations, les populations. De deux, vous allez rechercher la ressource. Et de trois, lorsque vous pouvez désartificialiser, vous allez créer des îlots de fraîcheur. Alors c'est bien quand on va arriver sur des étés à 43 degrés, quand même, de se dire qu'on va apporter un peu de nature en ville. Et les collectivités aujourd'hui ont pris conscience de ça et se sont mises en ordre de marche pour bien commencer à désimperméabiliser, créer des îlots de fraîcheur et des espaces où justement on peut faire en sorte que l'eau s'infiltre. Et je voulais poser encore une autre question. Je suis pas toute seule. Il y a plein de gens autour de moi qui posent des questions. C'est pourquoi il n'y a aucune différence entre la personne qui va arroser son jardin, qui n'a pas d'autres moyens, ils vont faire un îlot de fraîcheur par exemple dans la ville, et pourquoi il paye quand même cette consommation d'eau qui va passer, qui va être filtrée par le sol, et qu'il le paye aussi en résidus d'eau, au totalité. Voilà. Pour l'eau potable, utiliser l'eau potable, on a par exemple un service d'assainissement collectif. Là, vous parlez de l'eau potable. Et donc, cette eau potable va aller dans le jardin et ne retourne pas dans le service d'assainissement collectif. C'est ça que vous voulez dire? Ouais. Alors, je vais essayer d'être simple, d'être simpliste sur la question. C'est une question qui revient souvent, effectivement. Le fonctionnement d'un service d'assainissement, c'est rattaché donc, au fonctionnement du service d'eau potable. Donc ça veut dire qu'on a un coût au mètre cube de dépollution de ce qu'on va pour envoyer et surtout récupérer. Et il fallait valoriser ce service d'assainissement. C'est-à-dire que si nous devions défalquer ce volume qui partait dans le jardin, ça impacterait le prix du mètre cube assaini. Très simplement. Alors, c'est une des explications. Ou alors, effectivement, il faudrait savoir différencier
Le compteur d'arrosage, mettre un compteur dessus, se dire que bien là, on va défalquer ce qui repartira dans l'assainissement, donc on partirait sur un tarif inconnu. Je dirais pourquoi pas, mais après c'est une réflexion politique qu'il faut lancer, et là c'est plus forcément mon domaine. Oui, juste pour préciser, pour qu'on partage la parole, une question par personne, s'il vous plaît, on est beaucoup à avoir des questions. Merci. Alors j'aurais une question justement, merci pour la présentation, mais je vous ai trouvé extrêmement pudique sur quand même un sujet, la pollution agricole. J'ai pas entendu une seule fois le mot pesticides et la pollution industrielle, et notamment sur tout ce qui est pesticides métaboliques, tous ceux qu'on connaît même pas encore, qu'on ne traite pas. Les fermetures des forages qui se font par milliers depuis des années en France et en Charente aussi, et le côté augmentation des besoins en été, où c'était piscine et potager, et aucune problématique sur l'irrigation agricole. Notamment en été avec le maïs, j'ai trouvé ça quand même assez curieux personnellement. Je laisse la main à... Alors, moi, il me semble avoir évoqué le sujet des bisphases, des métabolites de pesticides, avec des éthylatrazine, l'ESA-métolachlore. Donc, c'est des sujets sur lesquels on a peu de moyens immédiats. Quand on a des datations d'eau, ça dépend des secteurs, mais on a des secteurs où l'âge moyen de l'eau est à 15 ans, sur d'autres secteurs, c'est 30, 40 ans. Ça veut dire que les actions qu'on mène aujourd'hui, elles ont un résultat précis que 15, 20, 30 ans. Donc, il y a tout un travail qui est mené, et Frédéric l'évoquait tout à l'heure dans le cadre des programmes de ressources, pour limiter l'impact sur les pollutions diffuses. Quand on parle de pollution diffuse, on parle de pesticides, mais on parle aussi de rejets industriels. Quand on parle de PFAS, typiquement, on est plutôt sur du rejet industriel, c'est plutôt la problématique. Et pour donner des chiffres qui sont publics, quand l'agence de l'eau a fait des prélèvements dans la Charente, sur les PFAS, on trouve des pics à 4-5 microgrammes par litre, quand on sait qu'on ne doit pas dépasser 0,1 microgramme par litre dans l'eau destinée à la consommation humaine, c'est assez important. Je prends l'exemple de Grand Cognac, on retrouve dans nos captages, dans le Cénomanien, qui est quand même extrêmement profond sur notre territoire, on trouve des PFAS. Et donc on est en train de regarder avec le BALGM pour identifier la source et l'origine de la contamination. Donc il y a un groupe de travail avec la préfecture qui est mené pour avancer sur l'origine des contaminations. Vous avez une carte publique aussi qui a été publiée sur les PFAS qui permet d'identifier les entreprises qui relarguent des PFAS dans le milieu naturel. Si on prend des exemples sur le territoire angoumasin, on a une usine, une unité qui collecte des déchets industriels et donc les licivias viennent emporter avec eux ces polluants éternels. Alors ces polluants éternels, quand vous avez une veste Vortex imperméable, vous relarguez quand vous avez votre veste des PFAS dans le milieu naturel. Si vous utilisez du maquillage, il y a de grandes chances qu'il contienne des PFAS. Les poils ou avec des revêtements anti-adhésifs, on retrouve aussi des PFAS. Donc des PFAS, il y en a un peu partout. Et on a même retrouvé des PFAS en montagne, à haute altitude, donc on en retrouve aussi dans l'air. Donc typiquement, c'est une contamination générale, et lutter à court terme sur les PFAS, c'est quand même un sujet assez compliqué. Donc aujourd'hui, on est sur du curatif. On est beaucoup plus avancé sur l'aspect pesticide. On avait des taux de nitrate, notamment, qui étaient extrêmement importants en Charente. On a divisé par plus de 2 en l'espace de quelques années le taux de nitrate présent dans les eaux destinées à la consommation humaine, dans les eaux brutes. Et on travaille aujourd'hui à éliminer des pesticides qui n'existent plus. Quand on parle de l'atrazine, ça fait plus de 20 ans qu'il n'est plus répandu sur le territoire, et on doit lutter contre ces produits-là. Après, il y a des molécules qu'on ne connaît pas. Donc on cherche ce qu'on connaît. Comment? Molécules également, que l'on cherche pas. Eh bien, il y a des molécules qu'on ne connaît pas, typiquement. Donc les chercher quand on ne les connaît pas, c'est un peu compliqué. Donc on en découvre au fur et à mesure. Alors il y a aussi l'effet cocktail, je suis d'accord. Et c'est ce phénomène-là qui est inquiétant et sur lequel on essaie de travailler. Si je vous redonne la philosophie de l'aglo, de Grand-Cognac, c'est d'éliminer tous les métabolites de pesticides que l'on connaît dans l'eau destinée à la consommation humaine, y compris ceux qui ont été considérés comme non pertinents il y a quelques années. Si on parle de l'ESA-métolachlore, le seuil il était à 0,1 microgramme par litre, il a été relevé à 0,9. L'aglo, on a considéré qu'on devait quand même le traiter, parce que s'il était jugé pertinent et cancérogène probable
à une période, on se dit qu'on doit l'éliminer parce qu'on en trouve des traces dans notre eau. Donc on fait vraiment la démarche d'assainir au maximum des eaux. Maintenant, voilà, il y a des molécules qu'on ne connaît pas, et donc ça, comment les traiter, les rechercher, c'est un peu compliqué, mais on en recherche un peu plus de 200 quand même. L'efficacité des... Alors, peu de questions maintenant, on va prendre les derniers, on les pose à la file, je vous propose de les noter, s'il vous plaît, et on répond, et après, et vite, parce que là, on a explosé le... Alors, une question rapide. D'abord, merci pour la qualité de votre présentation. Et puis, une question au président Charenteau, qui est juste là, Miguel Cali. Vous avez évoqué la question du curatif par rapport à la pollution de l'eau. Or, on voit qu'il faut une démarche vraiment à long terme pour avoir un impact sur la qualité de l'eau. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place en termes de prévention de la pollution de l'eau et quid des paiements aux agriculteurs pour services environnementaux, par exemple? Bonjour à toutes et tous. Plusieurs questions. En fait, il y a deux questions et donc ça va amener deux réponses. Dans la présentation, ça vous a été présenté. On est effectivement, et aussi bien dans Frédéric que Michael en ont parlé, il y a deux choses. Il y a l'aspect curatif et l'aspect préventif. On est sur les deux fronts. Ce qui a été dit et redit, c'est qu'on a présence avérée, de toute façon, de plein de molécules à l'heure actuelle. Donc on est là sur l'aspect curatif parce qu'effectivement, on n'a pas le choix, il faut qu'on les traite pour distribuer une eau en quantité et en qualité nécessaire et suffisante pour la population. Et puis, comme ça a été dit, on a des aires d'alimentation qui sont référencées, captage sensible, captage d'ombre-neige, où là, nous mettons en place des actions pour que justement, il n'y ait plus sur ces aires d'alimentation de mise en œuvre de certaines molécules pour que justement on ne les retrouve plus dans les captages dans 10, 15, 20, 30, 40 ans. Donc ça veut dire que les actions que l'on met en place sur les préventifs actuellement n'auront des effets, et ça a été dit, que dans 10, 30 ou 40 ans. Puisqu'on a cette notion de résilience de ces métabolites qui durent dans le temps. Il y a eu ce parfait exemple sur l'atrazine, mais on peut le faire aussi sur la simésine, qui sont à peu près les mêmes sur les mêmes périodes. Ça fait 30 ou 40 ans qu'elles sont arrêtées, on les trouve encore dans les eaux brutes. Dans les poussières donc des sols, mais on les trouve aussi encore. Donc on est obligé de les traiter, même si il n'y a plus d'utilisation de ces molécules-là. Donc on est vraiment sur deux temps, et on est vraiment sur deux politiques publiques qui sont, l'obligation du curatif, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'elles sont présentes, donc il faut les traiter, et donc la mise en place, ce qui a été dit, d'unités de traitement sur les stations d'eau potable, d'unités performantes et très onéreuses, qui demandent un coût de fonctionnement aussi très important. On a parlé des charbons actifs, de l'UV, etc. Et puis on a cette politique publique qui est là, et effectivement comment sur les territoires, avec l'ensemble des usages et des usagers, on va être en capacité de diminuer, voire de faire en sorte qu'ils n'utilisent plus ces produits-là pour que dans X années, on ne les retrouve plus. Donc il y a bien ces deux aspects-là. Après, sur l'aspect PSE, donc paiement pour services environnementaux, on est en train de le mettre en place avec l'agence de l'eau sur certains territoires. On est en train de le travailler, on n'a pas beaucoup parlé sur le karst de la Rochefoucauld à l'heure actuelle, nous sommes en train de le mettre en place avec l'agence de l'eau sur ce territoire-là pour effectivement permettre
au monde agricole de pouvoir s'adapter, changer leurs pratiques et les accompagner dans ce nouveau modèle-là. Donc c'est comment on fait pour que un de ces usages, puisqu'il y a aussi donc l'usage industriel, ce qui a été dit, mais il y a aussi l'usage domestique, comment on accompagne par ces politiques publiques-là le changement de pratiques ou mieux le maintien de certaines pratiques, puisqu'on voit toujours le verre à moitié vide, mais il faut aussi le voir à moitié plein. C'est-à-dire que sur le karst de La Rochefoucauld, encore heureux, sur les 1400 km² de surface que représente le karst de La Rochefoucauld, encore heureux que nous avons plus de 70% de la couverture géographique qui n'est faite que d'élevage et de forêt. Donc l'enjeu, c'est aussi de se dire comment on maintient ces activités-là sur place, comment on fait en sorte que ces bonnes pratiques puissent perdurer. Ce n'est pas que l'aspect de dire changer vos pratiques, c'est aussi de se dire sur certains territoires, comment fait-on pour accompagner, pour qu'ils puissent continuer à avoir une agriculture qui soit respectueuse de l'eau dans son ensemble. Attendez, là. Ouais, politique élevage, ça me reste. Attendez, non, c'est la dernière question et elle est pour ici, parce qu'après, on va avoir une heure de retard et on va pas pouvoir, c'est pas très respectueux pour le camarade qui est venu pour la suite. Et ça ne vous a pas échappé, il y a une continuité dans la journée. Vos questions, elles vont ressortir et on pourra en parler à nouveau, notamment cet après-midi. Voilà, sur les intrants, les produits chimiques et la pression que ça exerce sur l'eau. Voilà, Karen, dernière. Donc moi, c'est pas tant une question qu'une remarque qui s'adresse aux élus, mais aussi aux citoyens, citoyennes, électrices, électeurs que nous sommes. Moi, je voulais revenir vraiment sur ce principe qui me semble complètement dévoyé de l'eau paye l'eau et qui me semble être de plus en plus un dogme économique qui empêche de voir donc l'intérêt général et d'avoir une approche sociale de ce que devrait être l'accès à l'eau, aux usages de l'eau et notamment à l'eau potable. Et donc cette logique économique qui nous empêche de voir effectivement les maladaptations. Et c'est là où je fais le lien aussi avec notre collectif qui luttons contre les méga-bassines, puisqu'on sait qu'il y a une partie de l'argent public de plus en plus importante qui est détournée par des intérêts privés, puisque à travers les agences de l'eau, nous, usagers, usagères, on va payer ces systèmes de méga-bassines qui, évidemment, ne considèrent pas l'eau comme un bien commun, mais va privilégier... Oui, comme une marchandise, et qui va privilégier, comme on le sait, tout sauf l'autonomie alimentaire, tout sauf la protection du vivant. Et donc là où je fais le lien aussi avec les propositions citoyennes du collectif Bassines Non Merci aux Coutures, c'est que dans cette future politique publique de l'eau qui prendrait vraiment en charge cette eau bien commun, il faut évidemment faire beaucoup plus de place aux usagers, aux usagères, aux citoyens et aux citoyennes dans les organisations, dans les organismes qui gèrent l'eau. Vous voulez répondre? Alors vraiment très vite. Très vite. Principe fondamental, ce qui a été dit, effectivement, l'eau paye l'eau. Ça, c'est un principe immuable et effectivement, c'est par l'ensemble des redevances qui sont perçues par les agences de l'eau, aussi bien sur les aspects domestiques, industriels, économiques et non économiques, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Ce principe fondamental est en train d'être bafoué, je le dis, c'est un hold-up organisé à l'heure actuelle, puisque je suis aussi au conseil d'administration de l'agence de l'eau à Nord-Garonne. Donc je fais partie des collèges, du collège de ce qu'on appelle du collège élu. Et
donc c'est le Parlement donc de l'eau à l'échelle locale, enfin, quand on prend le bassin à Dorgaronne. Vous êtes représenté. Vous êtes représenté. C'est une représentation effectivement qui n'est pas forcément participative, mais qui est représentative. Vous êtes représenté. Vous faites partie, enfin quand je dis que vous faites partie, la population fait partie du collège des usagers non économiques, puisque dans la tête. Et là, à l'intérieur, vous avez une multitude de représentants d'associations, enfin nationales, enfin, qui représentent les usagers. Sur ce principe fondamental de l'eau paye l'eau, quand je dis qu'il y a un hold-up organisé, c'est l'État. L'eau paye l'eau, c'est-à-dire que vos redevances sont fléchées uniquement pour les politiques publiques qui sont portées par les collectivités dans le domaine de l'eau, dans tous les domaines de l'eau. C'est pas que l'agriculture, mais c'est tous les domaines de l'eau. Là, la loi de finances prévoit de ponctionner l'agence de l'eau à Dorgaronne de 28 millions d'euros. Donc voilà, on vous fait les poches, je suis désolé de le dire comme ça, mais on vous fait les poches de 28 millions d'euros. Voilà. Dans le 12e programme, puisqu'on est sur le 12e programme de l'agence de l'eau à Dorgaronne, nous avons demandé à l'ensemble des usages, l'ensemble des usages, d'augmenter de 40 millions d'euros les redevances sur le bassin à Dorgaronne. Sur ces 40 millions d'euros, 28 repartent à l'État. C'est un scandale. C'est un scandale. Donc, monsieur le parlementaire, merci de faire remonter. J'avais déjà envoyé un courrier il y a quelques mois à ce sujet-là. Donc effectivement, et là, ça nous met en grande difficulté. C'est-à-dire que le principe fondamental de l'eau paye l'eau, à l'heure actuelle, est mis à mal, puisque on est devant un mur d'investissement, quel qu'il soit, pour répondre, comme le disait Frédéric précédemment, sur les enjeux d'adaptation au changement climatique. On ne parle pas d'atténuation, on parle vraiment maintenant d'adaptation. Est-ce qu'on va s'adapter à plus 4 degrés ou est-ce qu'on va s'adapter à une augmentation à 2,5 degrés? Je pense qu'on va être plutôt sur le 4. Et donc là, on est face à un mur qui est énorme. Énorme. Et je ne sais pas faire à l'heure actuelle avec 28 millions d'euros de moins sur le budget de l'agence. Voilà. Le bouton. Rapidement, puisque le parlementaire a été interpellé, l'eau paye l'eau, on sait qu'avec le plafond mordant, c'est faux. On sait que l'État, effectivement, mais j'ai envie de vous dire, c'est comme la loi de plomb. Au bout d'un moment, Charentes-Eau fait un excellent boulot, vous faites un excellent boulot, mais la loi est faite de telle manière à ce que nos agriculteurs sont mis en concurrence avec des produits entrants moins disants socialement et moins disants au niveau environnemental. On est en train de préparer la deuxième PPL sur l'eau. La première, c'est le ruissellement suite au rapport, et ça y est, elle est déposée. Et la prochaine qui va arriver va protéger nos agriculteurs pour qu'effectivement, il n'ait pas cette concurrence déloyale. Donc ça répond à la question, qu'est-ce qu'on fait avec ces produits chimiques? Eh bien nous, on est dans l'opposition et on se bat comme des fous. Donc j'ai envie de dire, regardez pour qui vous votez et sachez qui défend quoi, point. Gauthier pour son intervention et désolé pour c'est toujours comme ça. Oui, on me dit dans l'oreillette que vous devez rester manger avec nous, si vous voulez.